Hi guys, c'est parti pour la review que vous attendiez certainement beaucoup, ou peut-être pas, ça se trouve vous connaissez même pas, vous dites mais c'est qui cette meuf? Bref, c'est une intro un petit peu trop longue, donc la review de l'épisode 5 de la saison 9 de The Walking Dead, l'épisode le plus monumental qui n'ait jamais existé, l'épisode de Rick Grimes, un épisode de folie avec des musiques qui étaient intenses, des musiques qui étaient vraiment magnifiques. Je sais que j'arrête pas de le dire d'épisode en épisode, mais là, vraiment, juste incroyable. Quasiment tout était parfait à part le CGI. Décidément, le CGI, c'est vraiment pas leur truc. Mais bon, ça, c'est pas grave, on leur en veut pas parce que l'épisode était vraiment incroyable. De la tension, des twists et des déchirements. Vraiment, c'était un ascenseur émotionnel incroyable. Et à aucun moment, en fait, on est sûr de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'au départ, oui, au départ, on a vraiment l'impression, si on a connaissance de cette théorie sur l'hélicoptère, que Rick va être sauvé par l'hélicoptère. Et puis, il y a tout un tas de choses qui vont nous induire en erreur et qui vont nous faire croire, mais en fait, non, en fait, il meurt parce que c'était mon idée première. Il va mourir, ça avait l'air logique, il va mourir. Au final, on a l'impression que ça peut être l'hélicoptère, mais en fait, au final, il revoit des personnages qui sont morts. Et il y a tout un tas de messages par rapport au sacrifice. On le voit à la fin en plus tirer et tout. On se dit, bon, il tire sur le pont. Et ça, il a l'air quand même d'être assez près. Donc, tout induit en erreur. Et en fait, on est vraiment incertain à tel point que la fin est assez what the fuck. On est totalement sur un épisode taillé pour Andrew Lincoln. C'est-à-dire qu'on arrive à utiliser toute sa palette d'acteurs qui sachent nous faire rire quand on a les petits passages, par exemple avec Shane, qu'il arrive à nous faire pleurer. Il arrive aussi à faire en sorte qu'on ait peur pour lui tout au long de l'épisode. On n'a qu'une seule crainte, c'est de le voir mourir, mais non seulement le voir mourir, mais en plus qu'il ne puisse pas dire au revoir au personnage qu'il aime. Ça, c'est encore pire. On joue à nouveau avec notre nostalgie, et notamment à travers justement ces scènes avec d'anciens personnages qu'on aime beaucoup, et ça va être vraiment des scènes qui vont prendre aux tripes en fait, parce qu'on a vraiment la bienveillance de ces personnages qui nous manquent énormément, qui quelque part on nous fait comprendre font toujours partie de l'univers de Walking Dead. C'est pas parce qu'on les voit plus qu'ils ne sont plus là, ils font partie d'une très grande famille et ça fait vraiment plaisir à voir. Néanmoins, même si on a vu effectivement Herschel, Shane et Sacha, ce ne sont pas les seuls anciens personnages ou personnages qui sont dans d'autres spin-offs qui étaient présents dans cet épisode, puisqu'à plusieurs reprises, je sais pas si vous avez fait attention, mais on entend plusieurs fois à chaque fois quelle est votre blessure, enfin qu'est-ce que vous avez comme blessure. Moi j'avais pas du tout calculé et j'ai vu ça sur Reddit. Aux États-Unis, ils ont la possibilité de mettre la description audio et effectivement dans l'ordre d'apparition, on a Morgan, Laurie, Bess et Abraham, et ces personnages parlent juste avant des scènes de personnages qui leur sont liés. Néanmoins, évidemment, on va pas se mentir, j'ai été déçue que Carl ne soit pas présent. J'avais vraiment espoir qu'on n'ait jamais entendu parler en fait du fait que Chandler Riggs était venu sur le tournage. Je me suis dit, ouais, ça va être une surprise monumentale, je m'attendais fortement à ce qu'il soit là. Alors effectivement, dans la mesure où Rick ne meurt pas réellement, on peut comprendre à la limite, mais il semble quand même que ce soit plutôt un problème par rapport à Chandler. On sait quand même qu'il y a eu pas mal de tensions, et notamment par rapport à son père, qui finalement après est revenu dessus. Enfin bon voilà, c'est... Soi-disant ça s'est calmé, mais on sait pas trop finalement. Est-ce que finalement il n'y aurait pas un petit peu d'eau dans le gaz? On sait pas. Toujours est-il que Carl n'est pas présent, ce qui semble totalement incroyable. À la limite que Glenn soit pas présent, je peux plus ou moins comprendre. De toute façon, Steven Yeun avait déjà spoilé le truc, comme quoi il y serait pas, donc j'étais pas plus surprise que ça. D'autant plus que de toute façon on a Herschel, donc ça peut pallier un petit peu à ça, ça peut compenser, mais pour Carl, on a clairement personne pour compenser son absence. Autre chose, Morgan, on entend seulement sa voix, mais puisque Rick fait aussi des hallucinations concernant des personnages vivants, on le voit d'ailleurs à la fin de l'épisode, pourquoi Morgan ne serait pas présent alors qu'on fait un parallélisme avec le premier épisode de la série? Ça me semble, encore une fois, comme j'avais dit dans ma review précédente, ça me semble quand même assez bizarre. Et on a également un petit caméo de Greg Nicotero qui est donc le maquilleur, qui fait donc tout ce qui va être zombie, etc., qui réalise aussi pas mal d'épisodes, notamment surtout les premiers épisodes de saison et les season finale, et là en l'occurrence il a réalisé cet épisode, et on le voit apparaître lorsque Rick semble être un petit peu dans les limbes avec la scène avec Sacha. En fait il fait partie de la pile de cadavres. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, et pour vous rassurer, Rick ne disparaît pas donc dans la nature où on ne saura jamais ce qui va se passer. C'était une de mes grosses craintes, vraiment. Donc il va y avoir 3 films, une trilogie dans laquelle Andrew Lincoln va jouer évidemment, donc on saura ce qui lui est arrivé. Néanmoins ils sortiront pas au cinéma, ils sortiront sur AMC, donc je suppose que nous de toute façon on aura la diffusion de toute façon en France. Comme je vous l'avais dit, le film ça me semble être le choix le plus logique dans la mesure où
aussi été sauvé pour moi. Dans tous les cas, il apparaissait soit dans un spin-off, soit dans un film, et le film c'était le choix le plus logique, tout simplement parce que il arrête The Walking Dead pour être plus proche de sa famille, et le temps de tournage d'un film, ça n'est pas du tout le même que celui d'un spin-off. Pour en revenir au scénario de l'épisode, parce que c'est ça qui vous intéresse, on a donc une petite confrontation entre Maggie et Michonne, et là justement, on en revient à quelque chose d'intéressant dont j'avais déjà parlé, c'est le fait que Maggie n'a effectivement pas eu connaissance du souhait de Glenn, c'est-à-dire est-ce qu'il aurait voulu que Negan meure ou non. Bon, on s'en doute bien que Glenn n'aurait pas voulu ça. Néanmoins, Michonne fait quand même remarquer que Herschel, lui, n'aurait pas voulu ça, et d'ailleurs, justement, ça reprend beaucoup le trait du personnage qu'on revoit d'ailleurs dans cet épisode, quelqu'un qui est quand même clément, qui est plutôt pour le pacifisme plutôt que pour la guerre. J'ai bien aimé que Maggie a réussi quand même à semer un petit peu le doute en Michonne en disant mais oui mais si t'avais été à ma place, si finalement ça avait été Rick, qu'est-ce que t'aurais fait? Et je dois avouer que je pense que Michonne aurait tué Negan parce que bon voilà, on a vu à chaque fois qu'elle a la haine, ça se passe pas très bien, notamment avec le gouverneur, voilà, entre autres. Mais il faut dire que Michonne a aussi évolué depuis le temps, donc c'est vrai que ça aurait été difficile de prévoir la chose. Et Michonne a tellement de doute que finalement la seule chose qui était peut-être la plus intelligente à faire, c'était de laisser le choix à Maggie d'aller jusqu'au bout de son acte ou non. On va donc avoir cette confrontation que j'étais pas du tout certaine de voir dans cet épisode, j'étais vraiment pas sûre, qui est ma foi très très courte. Je m'attendais à quelque chose de plus conséquent. En fait, c'est clairement le passage qui a été rajouté à ce moment-là pour effectivement faire comprendre que de toute façon Michonne et Maggie n'étaient pas sur place au moment où tout s'est passé, effectivement, mais surtout pour conclure l'arc de Maggie. Il fallait absolument mettre un point final à l'histoire de Maggie. Il fallait enfin qu'elle puisse trouver la paix puisqu'elle est toujours torturée depuis qu'elle sait que Negan est enfermé, qu'il n'est pas mort, qu'elle veut se venger mais que ça n'était pas possible jusqu'ici. On a un Negan qui provoque la colère de Maggie. Alors lui, il lui dit des immondices pas possibles. Oui, ton âme avec l'œil qui sortait et tout ça, enfin des trucs crado. Ça veut dire qu'en plus elle se remémore la scène, c'est-à-dire qu'elle vit une deuxième fois ce qui s'est passé, en plus en face de l'homme qui a quand même produit cet événement tragique. Et on sent vite que Negan pousse le bouchon un peu trop loin et qu'il y a bien une raison derrière ça, c'est tout simplement le fait qu'il veut mourir. C'est-à-dire que la prison, ça lui réussit pas du tout. Il commence à être totalement dépressif, à devenir un peu dingo, parce que bon, on l'a vu qu'il se tapait quand même la tête sur le mur l'épisode d'avant, parce que il savait pas ce qu'était devenu sa batte lucide. Et donc on a Maggie qui est confrontée à un homme qui a tout perdu, qui n'est plus rien, qui n'est même plus l'ombre de lui-même, de ce qui était avant, et c'est clairement une loque, hein, on en est à ce point-là, qui est en train de le supplier de le tuer. Et là, alors non seulement elle va pas aller frapper déjà quelqu'un qui est à terre, parce que c'est quand même déjà ses limites, mais en plus de ça, elle va aucunement lui donner satisfaction, c'est-à-dire que là, le tuer, alors qu'il le demande, c'est clairement lui donner ce qu'il veut. Et là, c'est hors de question. Néanmoins, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que là, on a quand même un point commun entre ces deux personnages, et ça joue peut-être un tout petit peu, même très légèrement dans la décision de Maggie, c'est-à-dire que tous les deux savent ce que c'est la souffrance de perdre son conjoint ou sa conjointe. Maintenant que Maggie connaît la souffrance de Negan, la meilleure chose à faire, la meilleure vengeance qu'elle a, c'est de le tuer, ça serait bien trop facile, c'est de le laisser avec ses souffrances, sa culpabilité, et surtout le fait d'avoir à vivre avec ce deuil, d'avoir à vivre avec cette culpabilité, le fait d'être encore en vie alors que sa femme ne l'est plus. Alors c'est assez étonnant que ce passage arrive aussi vite dans la série, parce que c'est un passage qui arrive beaucoup plus tard dans le comics, c'est-à-dire après l'arc des chuchoteurs, c'est vraiment juste après l'arc des chuchoteurs, et ça se passe dans un lieu différent, je vais pas spoiler. Il y a quand même quelques différences par rapport au comics, parce que dans le comics, Negan éprouve des remords, il est désolé, et en plus il se souvient du nom de Glenn. Là c'est quand même quelque chose qui était très touchant dans le comics, qu'on ne revoit pas dans la série, puisqu'il va totalement bluffer en voulant provoquer Maggie pour qu'elle le tue. Et du coup, je dois avouer que j'ai une sorte un petit peu de frustration dans le sens où c'est effectivement un moment que j'attendais énormément, et comme le moment est vraiment très succinct, bah du coup j'ai pas vraiment eu hyper le temps d'en profiter et d'avoir vraiment les tripes. Alors effectivement je suis très triste pour Negan, même si comme je disais, voilà, normalement j'ai pas de raison d'être triste pour lui, il a mérité, ça c'est clair, mais c'est un moment vraiment épique dans le comics. Il y a toute une issue qui est dédiée à ce moment-là, c'est quelque chose dans le comics qu'on attend depuis des années après que Negan ait tué Glenn, et là ça passe en 3-4 minutes, ça fait un peu bizarre. Néanmoins, puisqu'on ne saura pas quand est-ce qu'on reverra Maggie, c'est quand même assez satisfaisant d'avoir pu voir cette scène. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que Michonne et Maggie n'aient même pas eu à se parler, Maggie n'a même pas eu à dire qu'elle n'avait pas tué Negan, parce que Michonne l'a vu directement dans ses yeux. On va en venir à notre ami Rick Grimes, que l'on voit pour la dernière fois dans cet épisode. Donc tout commence donc dans la chambre d'hôpital, il se voit lui-même dans le coma, donc on se dit oulala, les hallucinations là, on est sur quelque chose d'assez fat. Et là, on se dit, début d'épisode,
l'épisode, déjà spoiler, une nuée d'hélicoptères, quelqu'un qui demande quelle est votre blessure. Et c'est là où j'étais un petit peu embrouillée pendant tout l'épisode. Et même avec le recul, j'ai du mal à savoir où se situent ces passages, parce qu'effectivement, on a ces voix qui disent quelle est votre blessure, donc on a l'impression que c'est les personnes de l'hélicoptère qui peuvent dire ça, ou du moins que Rick mélange les phrases des gens qui sont dans l'hélicoptère avec les voix d'autres personnages. Donc on a l'impression que justement, ce qu'il entend, ce genre de choses, c'est parce qu'il est déjà dans l'hélicoptère, donc à la fin de l'épisode. Et en même temps, ça a pas trop de sens, parce qu'au final, à chaque fois dans ces passages d'hallucination, Rick arrête pas de dire au personnage, il est en train d'agoniser, et il arrête pas de dire « je cherche ma famille », et à la fin de l'épisode, il dit « j'ai trouvé ma famille ». Donc ça veut dire que normalement, les passages d'hallucination se passent bien au moment où on les voit, c'est-à-dire bien assurés à chaque fois. Du coup, j'ai trouvé ça un petit peu paradoxal, comment il peut penser à l'hélicoptère dès le début, alors que de toute façon, c'est qu'à la fin de l'épisode, c'est vraiment quand tout va se passer, qu'il va se retrouver dans l'hélicoptère, qu'il va le voir, etc. Et en même temps, il n'y a pas de dire je recherche ma famille, et à la fin de l'épisode, il a retrouvé sa famille. Donc ouais, j'étais un peu perplexe. Toujours est-il que ces passages ont forcément un but, et le premier personnage que va rencontrer Rick est un personnage dont on attendait énormément le retour, et c'est Shane. Alors, j'ai énormément aimé le fait qu'on joue avec notre nostalgie, avec la complicité des personnages, c'est-à-dire qu'effectivement, Shane pourrait lui en vouloir et tout ça, et en fait, c'est pas du tout le cas. On aurait presque l'impression que ce sont deux potes qui se retrouvent au paradis. Alors, après, il y a tout ce côté hallucination, en même temps, peut-être il est dans l'au-delà, en même temps, il est peut-être dans un petit peu les deux, ou entre les deux, on sait pas trop. Toujours est-il que, au début, la discussion est assez cordiale, hein, on rigole comme si, d'ailleurs, comme au début du premier épisode, hein, tout simplement, comme à l'ancienne. Rick va effectivement éprouver des remords par rapport à ce qu'il a fait à Shane. Shane qui, sans aucun état d'âme, va dire de toute façon c'est ma famille, c'est ma fille. Bon voilà, il a quand même couché avec la femme de son meilleur ami, il n'hésite même pas à lui balancer dans la gueule, clairement. Et ce qui est intéressant par la suite, c'est que Shane va faire comprendre à Rick que techniquement ils sont pas si différents. Et ça, c'est quelque chose qui avait déjà été traité durant la série, c'est-à-dire le fait que Rick, lorsqu'il est le plus mauvais, lorsqu'il fait des actes atroces, ressemble énormément à Shane. C'est-à-dire que finalement, même si Rick a tué Shane, quelque part, il fait certains actes qui sont quand même assez similaires. Bon, après, évidemment, les motivations sont pas du tout les mêmes, mais dans cette rage, dans cette combativité, dans le fait de faire des choses horribles quand il le faut, les deux personnages se ressemblent énormément. Sauf que Rick, ce sera toujours pour le bien commun et non pour son bien personnel. Ce que j'apprécie aussi, c'est que chaque personnage va utiliser une facette de Rick pour qu'il puisse se réveiller, pour qu'il puisse être à nouveau combatif et garder l'espoir et justement continuer. On a Shane qui va utiliser la colère, la rage, on a Herschel qui va utiliser la foi et on a Sacha qui va utiliser l'amour. Et on a ces moments à chaque fois, c'est wake up, le wake up de Shane avec le rôdeur direct après, j'ai trouvé ça juste génial. Il y a vraiment des passages qui sont juste dignes de génie et ces moments-là, en plus on s'y attend pas, il est en train de parler normalement puis d'un coup il fait wake up et là on a le rôdeur qui arrive comme ça, c'est hyper surprenant. Ces passages de réalité à hallucination qui sont quasiment sans transition, c'est assez fou. Le fil conducteur de tout cet épisode, ça va être à chaque personnage qu'il va rencontrer dans ses hallucinations, c'est d'à chaque fois lui remettre les pieds sur terre et faire en sorte qu'il n'abandonne pas, parce qu'on voit que c'est clairement un Rick qui est fatigué. D'ailleurs, quand il voit Herschel, il le dit, il a l'impression d'avoir échoué dans tout ce qu'il a fait, qu'il n'a pas réussi à sauver assez de personnes, il est fatigué de tout ça et limite il a envie de mourir, parce que même de toute façon à la fin de l'épisode on voit qu'il est prêt à se sacrifier, ce qui fait comprendre à Herschel quand il dit je pourrais retrouver ma famille ici, c'est quand même que finalement il pourrait se laisser mourir, il pourrait retrouver Carl et il pourrait attendre Michonne et Judith lors de leur mort. Donc c'est non seulement un Rick qui est épuisé physiquement, mais il est encore plus psychologiquement, ce qui n'arrange rien. Alors les retrouvailles avec Herschel, je pense que vous l'avez vu, j'étais vraiment très émue parce que c'est un contexte tout particulier, c'est-à-dire que Scott Wilson est mort il y a très peu de temps, et en plus le personnage d'Herschel, donc le personnage qu'incarne Scott Wilson, est quand même dans une sorte de paradis, enfin on voit une espèce de halo de lumière et tout, donc c'est comme s'il était au paradis, on a l'étreinte de Rick avec lui, et on se dit c'est vraiment la dernière fois qu'on voit vraiment Scott Wilson, et je me suis dit, les acteurs sachant les dernières scènes qu'il a tournées dans The Walking Dead, ça devait être vraiment très très dur, quand nous on le voit à l'écran, vraiment avec cette vision du paradis et tout, en fait c'est tellement réaliste, en fait c'est tellement la réalité en fait qui a dépassé la fiction que c'en est perturbant, et c'est pour ça que j'ai vraiment pleuré, parce que c'était une scène qui avait l'air réelle en fait. Nous avons droit encore à un nouveau clin d'œil à l'épisode 1 de la saison 1 de The Walking Dead, ça va être le couloir de l'hôpital avec la fameuse porte Don't Open Dead Inside.
Cette porte qui ouvre sur un monde cadavérique, comme je disais, on dirait les limbes. Et autant je trouve l'idée super ingénieuse et tout, et ça me rappelle un petit peu les affiches promo avec tous les personnages qui étaient morts, qui étaient tous en t-shirt noir, quelque chose comme ça me rappelait un peu le même délire, mais là avec tous par terre, et il y a des personnages qui sont effectivement vraiment morts déjà dans la série, et des personnages qui sont encore en vie, donc ça pose pas mal de questions. En tout cas, visuellement, ça avait l'air vachement intéressant, jusqu'au moment où Sacha arrive, et là on se dit, mais en fait, le fond vert, vous avez fait quoi avec le fond vert? Vous avez fait quoi avec les CGI? Alors les piles de cadavres par terre, c'est super bien fait, mais alors le fond gris et tout, et le détourage, what the fuck? En termes de post-prod, on était un petit peu sur du biche sur 20 à nouveau, hein. Bon, ça, je crois qu'on est abonné, mais bon, au niveau des budgets, ça devrait aller mieux après, donc j'ai encore espoir. Alors là, je sais que ça a fait débat, et moi-même, je me suis posé la question, mais je savais de toute façon que Soneca allait venir sur le tournage. Effectivement, je m'étais déjà posé la question à ce moment-là, mais le fait de la voir, ça me dit, mais pourquoi Sacha en fait? Tout simplement, je pense, parce que c'était pas si facile de trouver des acteurs qui pouvaient être là. Alors c'est vrai qu'on aurait pu avoir d'autres personnages, on aurait pu avoir Glenn. Effectivement, je savais déjà qu'il n'allait pas venir. On aurait pu avoir Laurie, on aurait pu avoir Abraham, effectivement, Abraham ça aurait peut-être été un petit peu plus pertinent, mais c'est lorsque Sacha va parler, lorsqu'elle va avoir son dialogue avec Rick, qu'on va beaucoup plus comprendre pourquoi c'est elle qu'il voit à ce moment-là, et tout simplement parce qu'il est question de sacrifice, et ça on comprend dans les dialogues, et on comprend surtout à la fin de l'épisode. Sacha qui est un des rares personnages qui s'est quand même sacrifié, elle l'a fait d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle a choisi de prendre cette pilule et de mourir. Bon, effectivement, ça n'a pas eu d'effet super escompté, parce que bon, la seule chose que ça a fait, c'est détourner l'attention, ce qui est déjà pas mal vu les circonstances. C'est donc un personnage qui s'est sacrifié, et Rick est sur le point de le faire. Sacha lui fait donc comprendre qu'il faut absolument qu'il garde espoir, qu'il a déjà fait beaucoup. Et il y a cette phrase qui m'a fait tilter, c'est « Il n'y a pas de petite fin, ce n'est pas la fin de tout ». Et là, je pense que les scénaristes, dont Gimple, parce que Gimple a coécrit l'épisode, exprès pour nous faire un petit taunt en disant « Ah oui, bah c'est peut-être la fin de Rick Grimes dans The Walking Dead, mais c'est pas la fin de Rick Grimes dans l'univers The Walking Dead ». Je l'ai un peu compris comme ça sur le moment, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est la fin d'une chose, mais que c'est pas la fin de quelque chose de plus grand. Et c'est vrai qu'en voyant la pile de cadavres, on se dit mais en fait Rick il va mourir là, très clairement. Là, ce qu'il voit, c'est une vision assez encore plus apocalyptique, hein. On voit que des cadavres partout, donc on se dit oulala, ça y est, c'est bientôt l'étape avant de mourir, ou ça y est, on a peut-être atteint cette étape. Et Sacha lui dit que non, de toute façon, tu n'es pas perdu, ce qui veut dire qu'on peut comprendre par tu n'es pas mort, tu ne vas pas mourir encore. Rick se retrouve donc au camp qui est proche du pont, et on se rend compte qu'il y a eu quand même pas mal de morts, puisque les morts qu'on voit au tout début, ce sont quand même des morts qui sont frais, hein. C'est pas des rôdeurs complètement complètement dégueulasses et tout, la peau tirée et tout, chelou, qui ont traîné dans la boue, qui sont là depuis 30 ans, voilà, tout décomposé et tout. Non, c'est des rôdeurs qui sont tout frais, voilà, des personnes qui viennent tout juste de mourir. On peut pas trop faire gaffe s'il s'agit de saviors ou plutôt d'autres communautés, pour l'instant on sait pas. Est-ce qu'on aura une réponse? J'ose espérer, parce que c'est vrai que comme on a le time jump, on sait pas trop, mais je suppose qu'on va revenir sur certains événements, et notamment après sur la disparition de Rick, comment justement ils ont vécu tout ça. Toujours est-il qu'on a du mal à comprendre comment Rick peut tirer alors qu'il a une blessure. Bon, de toute façon, vu la blessure qu'il a, déjà, on a du mal à comprendre comment il arrive à monter sur un cheval, on a du mal à comprendre comment il arrive à sortir de la cabane, on a du mal à comprendre comment il peut tirer aussi bien, voilà, son skill shot est toujours parfait, même quand il a une blessure aussi mortelle. On voit que le bruit attire les rôdeurs, et on a l'impression qu'à chaque fois que les rôdeurs reviennent vers Rick, c'est comme si la mort cherchait à le rattraper. Et ensuite, on a un passage qui est assez intéressant, c'est le passage où donc il sort de la forêt, et il est en train de tituber, et là on a tous les rôdeurs derrière, et en fait, la façon dont Rick titube, ça fait vraiment penser aux rôdeurs qui sont en train de tituber, là, qui sont assez décomposés dans leurs mouvements et tout, et ça fait vraiment penser à ça, et j'ai trouvé l'image vraiment très intéressante. Rick tombe par terre, et là a lieu une scène qu'on avait vue dans le trailer de la saison 9, et en fait, il y a ce moment-là où j'ai tiqué, je me suis dit, mais en fait, c'est pas un peu trop parfait pour que ce soit réel. Au bout d'un moment, en fait, dans cet épisode, et c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'on ne sait jamais trop si c'est hallucination ou réalité. Bon, il y a certaines scènes, voilà, je veux dire, au bout d'un moment, Shane, Herschel, Sacha, on sait très bien que c'est pas vrai, mais là, pour le coup, on se dit mais c'est un peu trop propre, je veux dire, il y a Daryl et tout qui arrive à un timing qui est juste parfait, plus si on se tape contre un nombre de rôdeurs assez conséquent, alors déjà quand il y a 3-4 rôdeurs, ils sont déjà tous en train de partir en courant, alors là le monde qu'il y a, on se dit c'est même pas la peine, je trouve ça bizarre. Et puis après on a même Michonne qui prend le temps de s'arrêter pour aller lui parler, bon voilà, prend le temps, voilà, on discute, hein, tout le monde est en train de se taper, on est en train de discuter, tout va bien, et elle répète des mots qu'on a entendus juste avant, que Sacha a dit, donc nous ne mourrons pas, we don't die, c'est quelque chose qu'on entend de façon assez récurrente. Et j'avais déjà l'impression dans le trailer de l'épisode que quand Michonne parlait à Rick, c'était une hallucination. Donc là, la chose se confirme, mais j'ai eu quand même quelques doutes à me dire, c'est hallucination, c'est pas hallucination, et bon,
au final, on voit tous les personnages qui le regardent. On se dit non, c'est trop propre, c'est trop bizarre pour que ça soit vraiment réel. Ce moment où Rick te dit c'est pas la réalité. Et là, je me dis, oh mon Dieu, et là, elle fait wake up, et ça donne vraiment des frissons, c'est incroyable au niveau du rythme, vraiment, comme je dis, c'est un ascenseur émotionnel. Au niveau du rythme, il n'y a pas vraiment de lenteur, parce que les seuls moments un petit peu de lenteur, c'est des moments vraiment qui prennent aux tripes, c'est vraiment des moments d'émotion. Et quand ce sont pas des moments d'émotion, c'est des moments de frayeur pure, où on a peur pour le personnage. Donc au niveau du rythme, c'est juste incroyable, on s'ennuie pas. L'épisode passe à une vitesse qui est juste incroyable, et en plus, on a la musique qui fait monter la tension au crescendo, surtout à la fin. En plus, on se dit quand Michonne dit wake up, ça veut dire pour moi, Michonne ne va pas pouvoir lui dire au revoir. Et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai vraiment pleuré comme pas possible, parce que à ce moment-là, j'ai compris, Michonne, elle va pas pouvoir lui dire au revoir. Daryl va pas pouvoir lui dire au revoir. On n'aura pas le droit à des adieux. À ce moment-là, on part du principe que de toute façon, il meurt ou il disparaît. Et dans tous les cas, ils vont pas le revoir et ils vont pas se dire au revoir. C'est dur à avaler. Et en plus de ça, Rick est sur le point de se sacrifier. Et tous les personnages le voient à distance et ne peuvent rien faire. Donc il y a une frustration qui est juste intense. Et on a ce moment où Michonne dit c'est pas possible, je peux pas laisser passer ça, je peux pas le laisser faire. Et va courir. Et on sait très bien qu'elle va courir à travers la forêt et on sait pertinemment qu'elle va jamais arriver au bon moment, qu'elle arrivera trop tard et pourtant on a toujours l'espoir, on la voit arriver et tout et on sait qu'elle a 2 doigts d'arriver vers lui et ça n'arrive pas. On a donc Rick qui va pour la dernière fois viser avec son arme et de la façon dont c'est filmé, c'est similaire à de nombreuses scènes qu'on a vues du personnage, des scènes qui sont quand même mythiques, qui est Rick avec son arme qui vise. C'est juste badass comme pas possible. En plus, on a vraiment les percussions qui augmentent et tout au fur et à mesure de la tension, ça c'est incroyable. Et là, à ce moment-là, on se dit, mais on arrive au moment fatidique en fait. On arrive au moment où tout va se passer, on va savoir ce qui se passe et là, tout explose. On est choqué en fait à ce moment-là, on peut rien dire du tout, on reste juste bouche bée par ce qui se passe. Techniquement, là, si on voit la scène comme ça, on se dit, mais il est mort. Enfin, je veux dire, il était vraiment trop près, c'est pas possible. On a Michonne qui est en larmes, c'est un déchirement pas possible. Et pour ajouter à ça, on a Daryl qui a essayé de le sauver, qui a quand même tiré plusieurs carreaux pour essayer de le sauver, qui est en larmes. Et même, enfin voilà, je trouve que Norman n'a jamais été aussi touchant qu'à ce moment-là. Alors peut-être quand il a perdu aussi son frère, et là on se dit, mais en fait, Daryl perd une deuxième fois son frère. Michonne perd encore une fois quelqu'un. Ça fait quand même de nombreuses fois qu'elle perd quelqu'un de proche. Et là, c'est vraiment le déchirement. C'est la personne qui était la plus proche de lui et les voir comme ça en larmes, c'est juste pas possible en fait. Émotionnellement, c'est impossible à tenir. J'aurais jamais pu contenir mes larmes, c'était impossible. Parce qu'à ce moment-là, même si on peut à la limite croire qu'il a survécu, il y a quand même quelque chose de choquant, c'est que tous les personnages vont croire qu'il est mort. Et ça, c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Et c'est peut-être ce qui m'a déchiré le plus dans cet épisode, je pense, après évidemment le fait d'avoir revu Scott Wilson, c'est le fait que tous les personnages croient qu'il est mort. Donc techniquement, il est pas mort, effectivement, on le voit par la suite. Mais pour tous les personnages, pour la série The Walking Dead, techniquement, il est mort en fait, puisque de toute façon, on ne le reverra plus. Et je pense que la plupart des personnages, je pense que Michonne le reverra, mais la plupart des personnages ne le reverront jamais. Donc il y a techniquement eu quand même une mort de Rick Grimes dans The Walking Dead. Pour en venir à Jadis, oui, parce que j'oublie tout le temps de dire Anne. Jadis, c'est bien plus simple. Au bout d'un moment, on est tellement habitué à dire un nom que voilà, je vais pas sortir Anne d'un chapeau tous les 4 matins. On apprend que Jadis voulait piéger l'hélicoptère, enfin quelque part on comprend parce que finalement elle devait apporter un A et elle en a pas, en tout cas on voit aussi qu'elle a une arme, donc elle avait l'intention de faire quelque chose de pas très sympa, c'est-à-dire elle n'avait pas l'intention de négocier. Elle est donc sur la fréquence quand même des autres survivants, ça veut dire quand même qu'elle en a quelque chose à faire. Elle entend tout ce qui se passe, on sent quand même qu'elle inquiète, donc on sent quand même qu'elle s'est attachée à ces personnes. Et elle voit Rick qu'elle va sauver, c'est-à-dire qu'au final elle avait décidé un petit peu de piéger les gens dans l'hélicoptère, en tout cas de les arnaquer, puisqu'au final elle avait personne. Finalement elle dit je laisse tomber, voilà, je vais plus vous piéger, j'ai quelqu'un pour vous. En fait, à la base Rick était censé être un A, d'après ce qu'on avait compris à l'époque où elle faisait partie des Scavengers, et maintenant elle le considère comme un B. Donc se pose la question, qu'est-ce qu'un A et qu'est-ce qu'un B? Et je pars encore une fois du principe que le A sert de cobaye, comme j'avais dit, qui sert à être mordu pour ensuite qu'on puisse étudier voilà, l'évolution du virus sur lui, quelque chose comme ça, et que
le B, c'est une personne saine, en fait, parce que d'ailleurs, elle le dit, oui, il est blessé, mais il est robuste, c'est-à-dire, il va vous servir, c'est quelqu'un de sain, voilà, s'il survit, de toute façon, il va vous servir à quelque chose. D'ailleurs, si vous avez fait attention, plusieurs fois on a vu l'hélicoptère, il y a marqué un A dessus, donc ça veut dire que c'est un hélicoptère qui devait prendre un A, d'ailleurs, la personne qui est au talkie-walkie le dit, elle veut bien un A, donc c'est un hélicoptère qui est prévu pour ce genre de choses, donc ça veut dire que, j'ai envie de dire, on va plutôt vers cette théorie qui est qu'effectivement, ils sont dans l'optique de transporter des personnes qui sont malades, des personnes qui sont mal en point, donc pourquoi pas effectivement des personnes qui sont mordues, puisqu'on voit que Rick est dans un lit qui est avec un équipement médical, donc ils ont quand même tout ce qu'il faut qui est prévu au cas où. Sur Reddit, il y a des théories un petit peu plus simplifiées, dans le sens où A ce serait pour les ennemis, et B ce serait pour les amis. Bon là, c'est un peu simplifié, je pense qu'à mon avis c'est bien plus compliqué que ça, surtout quand on part du principe que ce soit Rick, Gabriel ou Negan, ils ont failli être mordus par des rôdeurs, donc il y avait forcément un intérêt derrière, et que les B, a priori, puisque Gabriel était censé être un B, il n'était pas censé être mordu ou quoi que ce soit, il était censé être amené tel qu'il était, sont peut-être aussi des cobayes, mais des cobayes qui sont sains, qui vont pas être maltraités ou quoi que ce soit de toute façon, puisque ceux qui sont mordus, donc les A, eux, vont forcément mourir. Quand elle a dit en plus qu'il était robuste et tout, ça veut dire qu'il va servir à quelque chose, on dit pas oui il est robuste, quel est l'intérêt, surtout qu'en plus elle parle d'un deal, elle l'a donc marchandé, il y a vraiment quand même deux intérêts derrière, c'est de sauver Rick qui est en train de pisser le sang, on sait même pas comment il a fait pour arriver jusque là, déjà il aurait pu se noyer, on sait même pas s'il a réussi à nager, s'il s'est fait emporter par le courant, enfin bref, il pisse le sang depuis 34 heures, je sais même pas comment le mec il arrive là, enfin voilà, c'est un flot de sang sur le sable, c'est quand même c'est assez bizarre, donc effectivement, elle veut partir et elle veut sauver son ami, donc il y a deux intérêts derrière, et étant donné qu'on ne revoit pas Rick a priori pendant 5-6 ans, tout simplement, ça veut dire que Rick serait captif, est-ce que du coup elle aurait fait un marchandage et que Rick se retrouverait dans une situation assez compliquée, du moins séquestré, puisque d'ailleurs elle le dit à Gabriel, j'ai fait des choses horribles, ça veut dire que les personnes qu'elle troque, pas non plus super bien traitées. Toujours est-il que Jadis va rassurer le téléspectateur, et ça c'était pas juste pour dire à Rick tu vas t'en sortir, je pense qu'à ce moment-là il s'en fout un petit peu, techniquement, c'est surtout pour le téléspectateur de dire on va pas vous laisser avec une fin ouverte, à pas vous dire ce qui va se passer, on va vous faire comprendre que de toute façon il va survivre et que forcément s'il survit et qu'il est dans la nature, vous allez forcément le revoir, ça c'est sûr. Et justement, quelques heures après, on a Scott Gimple qui donc a annoncé qu'il y aurait 3 films The Walking Dead avec Andrew Lincoln. Je trouve qu'au niveau timing, c'était quand même assez limite parce que j'ose espérer que personne d'entre vous êtes fait spoiler, parce que très clairement, si on annonce des films The Walking Dead avec Andrew Lincoln, ça veut dire que Rick n'est pas mort. Donc là, autant, voilà, je pense qu'au niveau timing, ils auraient pu laisser quand même une semaine. Je pense que ça aurait été même cool pendant une semaine de se poser la question, de se dire, voilà, comment il va revenir, est-ce qu'il va revenir, etc. On serait tous un petit peu restés dans l'expectative, et ça aurait été intéressant, et là, ils ont complètement cassé le truc. Alors déjà qu'ils spoilent tout, faut peut-être pas en rajouter. Mais par contre, reste un point qui m'a vraiment surpris et en même temps pas tellement, c'est le fait que Lauren Cohan a tourné son dernier épisode dans l'épisode 5. En fait, on ne revoit pas Maggie de toute la saison 9. C'était le dernier épisode dans lequel on voyait Maggie et peut-être le dernier de toute la série, puisqu'on ne sait pas à l'heure qu'il est si Lauren Cohan reviendra pour la saison 10. Évidemment, elle a dit qu'elle était d'accord pour que ça arrive. Angela Kang, évidemment, d'accord. Et MC, évidemment aussi. Donc, en espérant qu'il trouve une entente. Tout dépendra évidemment de son planning de tournage. Donc, on a quand même une fin pour Maggie qui a été un peu envoyée comme ça. On a une Maggie qui, effectivement, n'en veut pas à Rick parce qu'on voit quand même qu'elle est très triste quand elle voit ce qui est arrivé à Rick. D'ailleurs, la scène où Maggie prend dans les bras Michonne, ça nous rappelle forcément la scène où Michonne prenait dans les bras Maggie quand Rick a refusé de tuer Negan. C'est vraiment techniquement les deux veuves. Donc, c'est une scène assez forte. Et puis, Carol à côté. Maggie n'a pas eu droit à une réelle conclusion, c'est-à-dire qu'avec le time jump qui après, on va apprendre par on sait qui, certainement Jesus, on suppose, c'est quand même la personne la plus proche d'elle à la colline, peut-être ce sera Al, parce qu'elle commence à se rapprocher d'ailleurs, je voyais le début d'une idylle, mais finalement, par rapport à ça, ça se fera pas. On apprendra donc que Maggie est partie au Commonwealth, la question est donc, Rick est-il parti au Commonwealth? Alors je reste sur mon idée qu'effectivement, jadis emmène Rick au Commonwealth, justement parce que je parlais des moyens d'hélicoptère, parce qu'on parlait des gens utiles et des gens moins utiles, etc. Je pense
pense que c'est vraiment un groupe isolé qui fait partie du Commonwealth, qui mène des expériences scientifiques pour effectivement trouver un virus. Peut-être on en apprendra un petit peu plus sur le virus, mais pas plus que ça, parce que Kirkman avait dit effectivement que c'était pas le but, donc ça restera peut-être un peu mystérieux. Mais quand on part du principe qu'Andrew Lincoln a quitté la série The Walking Dead pour finalement faire des films parce qu'il veut être plus proche de sa famille, on part du principe aussi que Lauren Cohan, qu'elle peut pas revenir tourner pour le moment parce qu'elle a une série à côté. Et les deux, dans tous les cas, ça les arrange de tourner des films. Pour les films, on a un planning qui normalement est censé coïncider avec ceux des acteurs. Voilà, c'est le cas pour tout un tas de films, par exemple pour tous les acteurs qui tournent dans les Avengers, etc. Forcément, quand ils tournent d'autres films, c'est toujours en fonction de ce planning-là qui est déjà prévu bien à l'avance. Et là, de se dire, effectivement, il y a 3 films, pourquoi pas y voir Maggie, puisque niveau planning, c'est quand même beaucoup plus faisable que de retourner avec un rôle récurrent dans la série. Surtout que cela voudrait dire donc qu'on finirait The Walking Dead, la série, avec l'arc chuchoteur, puisque l'arc du Commonwealth arrive après les chuchoteurs. Donc ça, je vous l'avais déjà dit depuis vraiment longtemps, ça fait de nombreuses vidéos que je vous dis que pour moi, la saison 10 sera la dernière. Moi, je pense que soit la saison 10 c'est la dernière et elle se finit effectivement avec l'arc des chuchoteurs, l'arc chuchoteur se termine et on finit la série là-dessus, soit dans ces cas-là, à la fin de la saison 10, on dévie des comics et on part sur carrément toute autre chose. Et donc dans ces cas-là, vraiment la meilleure façon de connaître le Commonwealth, ça va être de suivre les films avec Rick Grimes. Rick Grimes qui sera au Commonwealth, ça pourrait être quand même très intéressant, il y aura pas mal de choses à découvrir. En tout cas, j'étais effectivement soulagée que Rick soit en vie, parce que même si on se dit ça serait une belle mort, voilà, on espère quand même qu'il va s'en sortir et qu'on va le revoir. Le fait de le voir dans les films, c'est déjà hyper satisfaisant, tout en sachant que à la fin des 3 films, il y aura forcément une fin. De toute façon, il y aura forcément une fin à un moment donné, mais en fait, on recule l'échéance, quoi qu'il arrive. Mais je crois quand même à une fin, à Michonne qui va retrouver Rick au Commonwealth, pourquoi pas la fin du 3e film et que ce soit la fin, et ce qui voudrait dire qu'effectivement Danae partirait aussi de la série, partirait aussi de l'univers Walking Dead et qui partirait en même temps. Je trouve que ce serait une belle fin. En tout cas, Rick qui encore en écho au premier épisode de la série va se retrouver encore dans un lit d'hôpital, entre guillemets. Plus on va retrouver la musique qui est la musique de la fin du premier épisode, donc là on a vraiment bouclé la boucle, c'est très clairement ce qui était prévu en fait. Cet épisode-là était vraiment fait pour boucler la boucle, ça a bouclé la boucle de Rick Grimes, mais ça quelque part temporairement aussi, boucler la boucle de Maggie. On se retrouve donc avec le time jump qui arrive finalement à la fin de l'épisode. Je pensais qu'il arriverait à l'épisode d'après et qu'on aurait au moins les réactions des personnages après la disparition de Rick, après sa supposée mort. Je pensais qu'on verrait ça et ça aurait été encore plus émouvant, mais non, en fait on va apprendre dans les épisodes suivants comment ont réagi les personnages par rapport à ça. Alors est-ce qu'il y aura des flashbacks? Ça je ne sais pas du tout, je pense pas, je pense qu'ils vont tout simplement parler de tout ça. Il y aura des petites réflexions à ce sujet à mon avis, mais sans qu'il y ait vraiment visuellement des flashbacks. Et donc on va découvrir des personnages que l'on connaît déjà si on lit le comics, c'est-à-dire Magna, Yumiko, Kelly, Luke et enfin Connie, qui ne sont pas n'importe quel personnage puisque ce sont des personnages qui arrivent après le time jump. Donc là en fait on a le réel time jump du comics mais x3 au niveau longueur, parce que là on est sur un time jump qui doit être d'environ 5-6 ans et dans le comics on est sur un time jump d'1 an et demi, 2 ans très clairement. Donc là on est sur le vrai time jump qui est vraiment prévu dans les comics. Le premier qu'on a vu en début de saison, c'en est techniquement un petit peu un autre. Là, c'est vraiment un time jump où les choses vont vraiment changer en profondeur, pas mal de choses vont commencer à s'installer, et surtout, c'est time jump qui va amener donc ces nouveaux personnages qui vont, eux, être annonciateurs des prochains gros méchants de la série, c'est-à-dire les chuchoteurs. Et les chuchoteurs, ce ne sont pas n'importe qui. En tout cas, pour ceux qui ne lisent pas le comics, je pense que vous ne serez pas déçus. Enfin, on finit avec une touche qui est assez émouvante et qui réchauffe un peu le cœur, et c'est l'apparition de Judith. Alors honnêtement, dès qu'on la voit, on sait déjà que c'est Judith. Je veux dire, ça peut pas être autrement. Sinon, on va se dire, mais c'est qui cette nana? Forcément, c'est une gamine. On sait qu'il y a un time jump parce qu'on a vu effectivement les arbres grossir. On a vu la cabane qui est en train de se détériorer avec cette espèce de petit fondu. Donc on a compris effectivement que le temps avait passé et on voit une petite fille, voilà, les cheveux châtains et tout. On se dit, bah oui, effectivement, ça ne peut être que Judith. Surtout en plus, katana de Michonne, le chapeau de Carl, on a le gun de Rick et en plus on a la chemise de Laurie. Alors pour Shane, j'ai pas trouvé de signe distinctif, mais effectivement, vu que de toute façon Michonne n'a pas connu Shane, elle aurait eu du mal vraiment à trouver quelque chose qui aurait pu justement le rapprocher à son père biologique. Puis est-ce qu'elle avait vraiment intérêt de faire ça? Je suis pas certaine non plus. Mais j'ai bien aimé qu'on mélange un petit peu les aspects de ces différents personnages qui sont quand même importants pour elle, hein, c'est-à-dire quand même son frère,